à la rencontre de ce jour. Les services ont dû vous informer de ce qui meublerait la rencontre. Donc je suis à votre disposition pour répondre aux préoccupations que vous auriez relativement aux divers points qui ont été annoncés. Il est de notoriété publique que depuis 2003 et les premières élections municipales et communales, nos compatriotes, dans leur immense majorité, en sont encore à se demander quelle est la plus-value réelle que la décentralisation a apportée à l'amélioration de leur quotidien. Je n'en veux pour preuve que les 5 dernières années où on peut l'observer, les grandes infrastructures, les grands travaux entrepris dans nos communes sont le fait de l'État central. C'est vrai que ça fait partie de ses responsabilités, mais ce serait encore plus agréable si nos communes, parce que bien gérées, parce que suffisamment outillées sur la problématique du développement, et donc adressant les bonnes questions, les bonnes solutions qu'il faut, si ces communes étaient davantage outillées et disposaient de moyens suffisants pour prendre en charge le développement local. Certes, des efforts ont été faits. On sait qu'il y a eu des plans de développement communal. Mais la pratique au quotidien et au fil des années laisse encore à désirer. Voilà pourquoi l'ambition du gouvernement, c'est effectivement d'engager une réforme ambitieuse au plan de la gestion surtout, pour ne pas dire de la gouvernance de nos communes, au plan des moyens dont elles peuvent disposer afin de leur permettre à terme de devenir plus efficaces, plus pertinentes dans l'action au profit des populations et donc, in fine, d'offrir de meilleures conditions de vie à nos populations. Vous n'avez pas oublié que le 3e pilier du programme d'action du gouvernement 16-21, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Cet aspect-là n'est pas que le fait du gouvernement central. C'est aussi à partager par toutes les collectivités territoriales, par toutes nos communes, afin que nos populations, nos parents, nos frères ne se disent plus que tout est à Cotonou, à Porto Novo, à Parakou, à Lokossa ou à Natitengu, mais qu'on peut tout avoir, même en restant dans sa commune, même en restant dans son village. Voilà l'ambition du gouvernement et c'est pour ça que cette réforme a été engagée. À la date d'aujourd'hui, la commission qui est mise en place a techniquement fini son travail. Le rapport va être soumis au gouvernement qui va l'étudier, faire les arbitrages qu'il faut et là où les réformes doivent être faites, elles le seront, qu'il s'agisse du niveau législatif ou du niveau réglementaire. Et puis après, on aura le temps de constater sur les années à venir que c'était important, utile d'avoir envisagé cette réforme-là. Quand on suit le message du chef de l'État le 31 juillet dernier, en fait, il n'appelle pas de nouvelles réformes. Le chef de l'État rappelle que nous avons engagé des réformes substantielles au niveau de l'éducation pour faire en sorte que les enfants du Bénin soient mieux formés pour prendre en charge, comme il le dit, les défis de leur époque. On a tous déploré, vous et nous, l'opinion publique en général, le caractère un peu trop généraliste de notre école, qui forme les enfants du Bénin, non pas généralement à obtenir un emploi, mais à chercher de l'emploi. Et nous voulons inverser cette tendance en promouvant davantage l'enseignement technique et la formation professionnelle. Voilà la perspective. Et c'est ce qu'il va se faire, vous l'avez rappelé vous-même, avec les lycées techniques modernes qui vont être construits dans tout le pays, mais aussi avec les écoles de métiers de référence qui vont être érigées afin que d'ici la décennie prochaine, nous ayons véritablement commencé à inverser cette tendance et que les produits finis de nos écoles soient des gens aptes au marché de l'emploi, soit à se prendre en charge directement, soit au moins à capter une offre d'emploi disponible sur le marché. Il s'agit de délocalisation et pas de fermeture. Et donc, si l'entreprise délocalise, elle a tout le loisir de partir avec tous ses employés. La décision du gouvernement ne vise pas à réduire le nombre d'emplois au sein de cette structure. Au contraire, c'est promouvoir la protection de l'environnement,
la protection de la santé, aussi bien de la ville que des citoyens, et notamment des riverains. Et si vous savez le nombre de plaintes qui remontent depuis quant aux désagréments qui naissent de l'activité de cette société, vous comprendriez la mesure. Il est vrai que la société s'est installée bien avant que l'urbanisation ne l'atteigne. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, il est fort proprement incompatible d'avoir une telle unité industrielle-là dans un environnement où des activités économiques se mènent, dans un environnement où des citoyens sont exposés à longueur de journée. Et donc, il ne s'agit pas d'envisager la réduction du nombre d'emplois ou même l'extinction de l'entreprise. Le gouvernement, si vous avez été attentif au Conseil des ministres, a instruit les ministres concernés d'accompagner la société dans la mise en œuvre de la mesure. Et je voudrais rappeler que cela fait au moins 1 an que la société a été informée de la décision de devoir délocaliser ses activités. Nous sommes à 12 mois et le Conseil des ministres a même ajouté qu'à cette échéance-là, elle disposera de 6 mois, donc jusqu'à décembre 2022, pour organiser totalement la fermeture du site. Et donc, vous pouvez être rassurés, je crois que la société elle-même, parce que par ailleurs, je me suis laissé dire que les sociétés cimentières connaissent une bonne embellie depuis ces dernières années du fait de la masse de travaux engagés par le gouvernement. Et donc, économiquement, stratégiquement, il n'y aurait pas de raison pour que des emplois soient perdus lorsque la société viendrait à délocaliser ses activités. Nous avons tiré leçon de la pratique antérieure, parce qu'il y avait un institut, mais dont les prérogatives prévues par les tests ne lui ont pas permis d'être à la hauteur des attentes. C'est en tirant leçon de tout cela que le gouvernement a envisagé de faire cet institut nouvelle formule, comme dit le chef de l'État lui-même. Et ce qui change fondamentalement, c'est que l'institut dispose désormais d'un fonds d'assistance aux victimes, mais aussi et surtout d'un secrétariat exécutif qui va être au quotidien en charge de l'étude et de la gestion des dossiers. Et puis, le plus important, l'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Au regard des prérogatives qui sont attachées à l'Institut, vous comprendrez bien que les victimes, désormais, auront au moins une structure à laquelle s'adosser. Si après font l'objet de représailles, cela s'analyserait également en termes de violence ou de discrimination d'une manière ou d'une autre, et l'Institut sera encore présent à leur côté. Dans tous les cas, le chef de l'État a dit qu'il faut promouvoir la femme béninoise, favoriser son émancipation, et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. C'est aussi cela, la pédagogie qui va avec le rôle assigné à l'Institut dès que ses responsables seront nommés, vous verrez. Et en attendant, le conseil d'administration a déjà été mis en place. Vous avez suivi avec le dernier conseil des ministres. Il y a 5 personnes au conseil d'administration et je peux vous dire qu'il y a 4 femmes pour un homme. Ce qui traduit bien la volonté du gouvernement d'en faire un organe véritablement dédié à la femme dans notre pays. Vous aurez relevé que c'est essentiellement les mairies qui organisent cette activité actuellement. C'est moins une activité du gouvernement que des mairies. Mais le gouvernement se réjouit de voir que les mairies, nos communes, prennent conscience de la réalité. La réalité est que nous avons engagé beaucoup d'argent pour réaliser ces infrastructures modernes qui nous sont enviées. Et je peux ouvrir une parenthèse pour dire à chacun de vous, arrêtez-vous au pied d'un des lampadaires, prenez en photo le nom de la structure qui la fabrique et allez checker sur le net, vous verrez que c'est l'une des plus réputées au monde. Si on a veillé à ce que l'équipement soit de qualité, soit d'un certain niveau, il faut se dire que nous avons tous le devoir de protéger ce qui a été réalisé. Est-ce que vous êtes heureux d'observer que
Dans Cotonou, dans Bomekalavi, dans Porto Novo, Semekpoji, Boikon, Abomey, Lokossa, Parakou, Natitengu, pour ne citer que ces 9 villes qui ont bénéficié du projet asphaltage. Est-ce que vous êtes content, demandai-je, de voir que, aussitôt les travaux finis, les trottoirs sont recolonisés par des gens qui, il est vrai, sont à la recherche de revenus. Mais est-ce que leur place se trouve au bord de ces voies, à occuper les trottoirs pour empêcher la libre circulation des piétons? Le gouvernement, en observant que les mairies ont pris le problème à bras le corps, s'est dit, les élus locaux ont commencé à comprendre. Parce qu'à la vérité, si le gouvernement a le sentiment que les infrastructures ne sont pas entretenues, que les investissements qui ont été faits l'ont été, mais sans que les uns et les autres prennent conscience de l'objectif poursuivi, c'est que les villes où cela se passe le plus pourraient être déclassées dans la prochaine phase d'asphaltage. On pourrait envisager d'attribuer des lots à d'autres villes pour voir si au moins elles vont en prendre grand soin. Et donc j'ai le sentiment que les communes sentent venir la prochaine phase, dont je peux vous dire ici que les arbitrages sont terminés, et se disent donc, si on n'entretient pas bien, peut-être que nous allons être déclassés et que d'autres viendraient à notre place bénéficier du projet asphaltage. Il faut donc encourager les communes, mais aussi nos populations en général, qui comprennent très bien, quand vous discutez avec elles, et moi il m'est arrivé de faire l'exercice, de m'arrêter pour discuter avec certaines de nos bonnes dames, ainsi installées. Quand vous discutez avec elles, ils comprennent très bien la perspective. Mais vous dites, pourquoi ne pas attendre que les marchés modernes soient achevés? Si vous observez bien, vous verrez que ce n'est même pas dans les environs immédiats de ces marchés que le phénomène se passe. C'est partout. C'est partout. Et parce que c'est de vieilles habitudes que nous avons accumulées et qui se sont sédimentées. Ces vieilles habitudes, il faut rappeler au quotidien à nos compatriotes, aux citoyens, qu'elles sont mauvaises et qu'il faut s'en départir. Voilà pourquoi il faut saluer cette action de nos communes et espérer que cela ne dure pas le temps d'un feu de paille. Espérer que cela se poursuive sur la durée jusqu'à ce que nous nous reconvertissions tous aux bonnes manières vis-à-vis de notre ville, vis-à-vis de notre pays. Et ce serait de bon augure pour le Bénin que nous prônons, pour la perspective que nous avons de faire de notre pays une destination touristique de premier plan, demain qu'on vienne à nous qualifier, entre autres, de pays propres, de pays ordonnés, de pays où il est agréable de circuler, cela n'en rajouterait qu'à l'aura de notre pays et à l'idée que de plus en plus de touristes viennent nous visiter. Il est malheureux de constater effectivement que d'année en année, les mêmes phénomènes se reproduisent. Et c'est aussi pour ça que le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs a été mis en place. Le Haut Commissaire, c'est quelqu'un qui provient d'un milieu socio-culturel où ces pratiques ont cours et qui donc a l'autorité sociétale qu'il faut pour parler aux uns aux autres, les sensibiliser à la perspective de ce qui vient, mais aussi aux vertus de cette décision. Il vient juste de se mettre en place, mais je peux vous certifier qu'il a déjà fait au moins 2 fois le tour du pays avec M. Hounokpe, qui était déjà en charge un peu de cette question aux côtés du chef de l'État. Ils viennent de faire au moins 2 fois le tour du pays. Ils discutent, ils rendent leur rapport, et je crois que tout cela mis ensemble, dans quelques temps, nous aurons le bonheur de constater que les pratiques commencent à s'améliorer et que les dégâts que l'on enregistre ne seraient plus que de lointains souvenirs. Je ne vous donnerai pas de date aujourd'hui, mais avec certitude, je peux vous dire que les arbitrages sont terminés. On sait exactement combien de linéaires de voies vont être bitumés ou pavés, combien de linéaires de caniveaux il faut faire, et dans les 9 villes au moins de la première phase. Et vous savez qu'au-delà de asphaltage phase 2, il y a dans le programme 21-26 le point relatif à l'assainissement des chefs-lieux de nos communes.
et donc un projet sommaire d'asphaltage également qui va être déployé dans ces villes. On sait exactement ce que va nous coûter la deuxième phase. Nous sommes partis sur au moins 250 milliards de francs CFA. Et ce serait, en termes pratiques, au moins autant que ce que nous avons vu sur la première phase. Je n'ose pas penser que vous espérez que ceux qui sont au gouvernement n'auraient jamais besoin de repos. Et vous ne pensez pas non plus que l'administration sans eux n'existerait pas. L'administration tourne. Ils ont les congés depuis lundi, comme vous l'avez évoqué. Et en principe, le gouvernement reprend le 23. Le 23. Le 23, cette semaine-là, il n'y aura pas conseil des ministres, mais la semaine d'après, le temps pour ceux qui sont allés en congé est revenu de prendre leurs marques, de rentrer à nouveau dans leur dossier. Et puis le premier conseil des ministres aura lieu le mercredi 1er septembre. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité de se déplacer ou non? Le choix est ouvert. Ceux qui veulent se déplacent. Mais je peux vous dire ici que j'ai parlé avec un certain nombre de ministres qui passent bien leurs vacances dans le pays, aller découvrir tel coin ou tel autre qu'ils ont vu il y a longtemps ou dont ils ont entendu parler et qu'ils aimeraient bien aller découvrir. Donc la plupart d'entre eux sont sur le terrain et la vacance aussi est organisée. Vous savez que le chef de l'État il est en déplacement et quand le chef de l'État n'est pas là, il prend un décret pour dire qui assure son intérim pendant qu'il n'est pas là. Je parle bien d'intérim et pas de vacances plutôt. Donc il n'y a pas de souci à se faire. L'administration tourne, le pays tourne et c'est tant mieux parce que nous bâtissons de plus en plus un État moderne. En parlant des actions volontaristes, le chef de l'État annonçait le paragraphe suivant de son message, celui où il évoque la mise en place de l'Institut national de la femme, nouvelle formule. En réalité, c'est ça. C'était déjà cela, l'action volontariste pour la gente féminine. Quand il a dit les couches spécifiques, dans le cas d'espèce, il parlait de ce qui est fait pour que l'Institut national de la femme, nouvelle formule, se mette en place. Et au regard des attributions qui sont les siennes, au regard des attentes qu'on porte sur cet institut, il faut espérer qu'effectivement, à terme, il concourt à ce que l'action de l'État au profit de la femme soit d'une spécificité telle qu'elle promeuve l'émancipation et le développement de nos femmes, de nos sœurs, de nos filles. Autrement, nous serions une société bancale. Et là, le chef de l'État dit bien que ce faisant, les femmes seront considérées comme composantes essentielles, indispensables de la société. Elles ne comptent pas pour portions insignifiantes, non, bien au contraire. Qui de nous ici, sans une femme, serait là? Qui? C'est votre rôle, c'est notre rôle. C'est le rôle à chacun de nous de commencer à nous sensibiliser, à bien nous comporter, chacun de nous. Combien d'entre nous, en pleine circulation, quand ils ont fini de prendre un pot de yaourt, quand ils ont fini de manger tevico taco, quand ils ont fini de croquer les noix d'arachide, ne font-ils pas le geste, par dessus bord, de jeter les emballages, les sachets, les papiers sur la voie? Et quand vous le faites, alors que les enfants sont dans la voiture, vous leur apprenez à le faire aussi demain. Quand ceux qui sont devant vous le font et que vous n'avez pas une réaction de désapprobation, les enfants considèrent que c'est chose normale. Et vous ne perdrez même rien à interpeller ceux qui le font pour leur dire que ça n'est pas normal, parce qu'il s'agit d'un bien commun et que cela ne peut pas durablement continuer. On met beaucoup d'argent, c'est l'argent de tous les Béninois, et c'est notre devoir aussi de contribuer à l'entretien des infrastructures. Personne n'admettrait que cela se passe ainsi quand il s'agit de ses biens propres. Alors après, prenons conscience que ce qui appartient à l'État nous appartient pour partie, sinon intégralement, à chacun de nous. Et donc nous avons le devoir d'y veiller. Nous avons le devoir de sensibiliser les uns et les autres. Et en cela, je voudrais prier les médias
dont c'est le rôle aussi d'éduquer la masse, de faire davantage de sensibilisation, pour que cela ne paraisse pas incongru à nos compatriotes, que cela ne paraisse pas trop demandé à nos compatriotes de veiller à l'entretien, à la propreté des infrastructures qui ont été réalisées. Les médias doivent parfois, à titre de comparaison, montrer ce qu'il se fait de bien ailleurs. Moi, j'aime à raconter, il m'est arrivé en 2013 ou 2014, en séjour dans un pays de la sous-région, de voir un dimanche que le grand marché, le marché central de la ville, était fermé. Et dès 7 heures du matin, vous voyez les femmes, jeunes comme vieilles, venir à moto, balai derrière, et on récure ce marché à l'eau au savon, on ferme les portes. Le dimanche, il n'est pas ouvert, mais chacun vient l'entretenir. Il y a eu une éducation de la masse. Les responsables du marché ont sensibilisé pour que cela se fasse. Je rêve que dans notre pays demain, c'est vrai que les marchés modernes que nous faisons vont bénéficier de services spécifiques d'entretien, mais je rêve que tous nos marchés, qu'ils soient déjà modernisés ou non, fassent l'objet de la même attention, du même entretien, de la part des usagers, mais surtout de la part des commerçants qui y vont passer l'essentiel de leur journée pour chercher des revenus. Cela participe de notre essor collectif, de l'émergence de notre pays vers des niveaux appréciables, où on va commencer à nous citer davantage comme étant un pays de référence. Ce sont ces gestes de rien du tout qui marquent les ambitions que porte un pays. Ce sont ces gestes au quotidien, banals en soi, mais dont la portée est autrement plus importante, qui permettent de dire « oui, nous avons enfin trouvé le bon cap et nous sommes en chemin vers l'horizon ». Vous savez, ici au Bénin, les sensibilisations ne portent pas très vite les fruits. Les médias ne devraient pas se lasser de le faire. Et vous seriez même plus crédible parfois que les acteurs publics à porter ces causes-là. Parce que quand vous le faites, vos auditeurs, vos lecteurs, vos téléspectateurs se sentiraient encore plus concernés par votre sensibilisation que par une sensibilisation qui viendrait du maire, du chef d'arrondissement ou du gouvernement éventuellement. Les populations, à la limite, peuvent se dire, mais eux, ils sont élus, ils sont désignés pour être là. Mais quand c'est vous qui êtes en contact avec elles au quotidien, qui portez ce message, en leur faisant voir surtout les vertus qu'il y a dedans, en donnant des éléments de comparaison pour dire dans tel pays ou ailleurs on a vu telle chose et telle chose, nous avons intérêt à faire aussi comme ça. Vous contribuerez pour beaucoup à cette œuvre-là. Et je veux compter sur vous, le gouvernement veut compter sur l'ensemble des médias pour apporter votre contribution du point de vue de votre responsabilité sociale à l'amélioration de nos pratiques, de nos mœurs, et ce serait au bénéfice de chacun de nous. En ce moment où le gouvernement a annoncé le hautement social pour la population, la mise en œuvre à travers les forces de l'ordre de cette opération de déguerpissement fait très mal. Parce que vous ne comprenez pas, les gens se font saisir de leurs biens, ils ne savent même plus où les récupérer, ou ne tentent même pas de les récupérer. Honnêtement, il faudrait que le gouvernement adopte une certaine pédagogie. Il peut y avoir des excès parfois sur le terrain. C'est connu. Et on sait très bien que de tout temps, chaque fois qu'il y a eu des opérations de cette nature, il y a parfois eu des excès. Nous allons tous sensibiliser les acteurs de la police républicaine, tous ceux qui, sur le terrain, sont chargés de mettre à exécution les décisions des communes, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas d'exaction. Mais de la même façon, nous allons tous sensibiliser à nouveau nos parents, nos sœurs, surtout nos femmes, nos enfants, nos filles. Enfin, c'est surtout les dames, mais aussi les hommes, puisque vous avez parlé des centres, les sensibiliser pour leur dire que leur place n'est pas sur les trottoirs. Que leur place n'est pas sur les trottoirs. Ils peuvent être aux abords des voies, mais dans des boutiques, dans des baraques aménagées, mais qui n'occupent pas l'espace public. Et tant que les gens seraient sur l'espace public, vous conviendrez que les mairies sollicitent le concours de la force publique pour les aider à nettoyer la ville, à mettre à niveau les trottoirs,
pour faciliter la tâche aux piétons et, in fine, faire en sorte que ces mairies, ces communes, soient dans le bon tempo des villes modernes, des villes dynamiques que nous voulons bâtir. J'ai entendu, effectivement, comme vous, quelques compatriotes dire qu'ils avaient reçu une première dose et qu'ils n'ont pas pu prendre la deuxième. Le gouvernement est responsable, de telle sorte que s'il y a du vaccin qui arrive à expiration, on ne l'injecterait à personne. On s'en débarrasse parce que c'est ce qui est prévu dans les normes sanitaires. Probablement que votre deuxième dose n'est pas encore arrivée, ça fait partie des commandes, mais nous avons reçu récemment plus de 300 000 doses de Johnson & Johnson. Celui-là, c'est en une seule dose. Je crois que pour ceux qui n'ont pas encore eu leur deuxième dose d'AstraZeneca, il faut être attentif. Dès que cela sera disponible, vous serez informés. Et dans tous les cas, c'est déjà mieux d'avoir bénéficié de sa dose, de commencer à renforcer son immunité par rapport à ceux qui n'ont même pas fait la démarche du tout, ceux qui n'y croient pas. Et votre question permet justement de leur demander à l'ensemble de nos compatriotes d'aller dans les centres de santé, là où les vaccins sont disponibles, pour aller recevoir leur dose. Pour le reste, encore une fois, on attend de voir sur les jours à venir ou les semaines à venir si vous n'aurez pas votre deuxième dose ou si une solution sanitaire tout aussi pertinente ne vous sera pas proposée.